Oui, j'avoue, on est un peu des salauds car nous on fait notre entrée en mars. Alors histoire de se pardonner, on va parler d'un bon film. Mais alors un bon film, alors un putain de bon film. Arion. Non. Jeune des Titans. Non. Ah, Hitman le Cobra. Oui. Enfin non. Ah, attends, si. Ouais, je sais, attends, je l'ai là. Il est... Christine Boutin. Mais c'est pas un film ça. Bon, comme vous l'avez sûrement deviné avec le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de... Ne refais jamais ça. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler d'un film considéré comme l'un des films les plus épiques du siècle dernier, qui a révélé deux jeunes acteurs désormais grandes gueules d'Hollywood, fait monter en puissance son réalisateur reconnu comme étant légendaire. Mocky. Quoi? Jean-Pierre Mocky. Mais de quoi tu parles? Aujourd'hui, Titanic. Ah. Et c'est un film ça? James Cameron, réalisateur de déjà quelques gros succès du cinéma d'action science-fiction, a toujours été un passionné de plongée sous-marine. En 1989, il met en scène Abyss. C'est durant la production qu'il se documente sur le naufrage du Titanic, 4 ans après que l'épave du paquebot ait été explorée pour la première fois. Germe alors en lui l'idée d'un projet des plus osés. Il présente le projet à la Fox et à la Paramount. Il voulait raconter l'histoire du naufrage avec nos techniques avancées actuelles. La meilleure façon de raconter cela était avec une histoire d'amour. Roméo puis Juliette sur ce bateau, dit-il au producteur, avant que le projet du Titanic ne récolte la somme de 200 millions de dollars, soit la plus grande somme du cinéma à l'époque. Bien plus également que la construction du vrai paquebot en 1912, estimée à 7,5 millions de dollars de l'époque, équivalent à 150 de nos jours. Une maquette entière du Titanic a été reproduite à l'identique à partir des plans originaux. James Cameron, réalisateur, scénariste et producteur, a lui-même visité l'épave du Titanic pour les moindres détails visuels. Il aurait fait au total 12 plongées et pénétré dans le paquebot grâce à un petit sous-marin contrôlé à distance. Pour le décor extérieur, totalement démesuré, tout a été créé sur mesure. 16 hectares de terrain, 3 plateaux de tournage ont été acquis. Un géant bassin de 7 arpents a été creusé et rempli avec 65 millions de litres d'eau de mer. C'est sur ce bassin que l'équipe du film a pu bâtir une réplique du paquebot de 260 mètres de long. Rarement le réalisme n'a été aussi poussé pour un tel projet, mais cette production hollywoodienne a également un grand respect pour l'histoire. L'histoire d'amour de Rose et Jack n'est pas totalement fictive. Elle vient d'un manuscrit d'une écrivaine survivante du Titanic qui retrace le naufrage et sa romance avec un passager, sombré avec le Titanic. Le film Titanic a requis de nouvelles prouesses. Il est l'un des premiers à avoir créé des figurants numériques et retouché visuellement les cascadeurs. Mais malgré tout, le film était prédit à un véritable gouffre financier qui effondrerait les studios. Rapidement, le film appelé la glorieuse épopée d'Hollywood gagna la première place du box-office, récoltant 27 millions de dollars le premier week-end. Un résultat plutôt positif, mais pas phénoménal. Puis le second, 35 millions de dollars. Devenu numéro 1 dans tous les pays du monde, il reste à ce jour le plus gros carton français, soit 20 millions d'entrées en 98, et a dominé le box-office américain avec 60 millions de dollars. Au total, 1,8 milliard de dollars. L'unique film à dépasser le milliard en tête durant 12 ans. Et puis vint les récompenses. Ainsi, Titanic est devenu le film le plus nommé de l'histoire du cinéma et celui le plus récompensé, à l'instar de Ben-Hur, soit 11 Oscars, meilleur film inclus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, James Cameron, lors du tournage, ne cessait de répéter « Why do you mean ?» ce qui signifie « Tu comprends ce que je veux dire ?» Tu permets? Oui. Tout le monde s'en fout. La scène d'introduction, filmée en tant que fausse image d'archives où le Titanic quitte le port, sans tête du grande utilité scénaristique, possède une grande force émotionnelle. Le tout filmé par James Cameron himself en 16 images par seconde, ancien procédé cinématographique qui ralentit l'image. Une scène d'autant plus intéressante car le titre du film s'affiche juste après sur l'océan, ce qui fait comprendre en seulement 4 plans en fondu enchaîné, la grandeur du bâtiment, la fierté des gens qui embarquent filmés en plongée et le destin tragique du paquebot, représenté avec le titre flottant sur l'eau sombre de l'océan. Tout commence à notre époque, où Bill chercheur plonge explorer l'épave du Titanic à la recherche du cœur de l'océan, un diamant d'une immense valeur ayant sombré en 1912. Lors d'une plongée, il parvient grâce à un petit sous-marin contrôlé à distance, comme celui que Cameron a utilisé pour ses plongées. Bill trouve un coffre dans une des anciennes chambres de première classe. Croyant d'après ses dires qu'il a trouvé ce pourquoi il étudie depuis des années, le coffre ne contient finalement pas le diamant mais une sacoche de dessin dans lequel est dessinée une jeune femme nue portant à son cou le diamant en question. Dessin par ailleurs de James Cameron lui-même. Peu après, Rose, une vieille femme, affirme qu'elle est la femme représentée sur le dessin. Bill à l'écoute n'a qu'une idée en tête, qu'elle lui dise par elle-même où se trouve le diamant.
Rose se remémore alors une partie qu'elle n'a jamais pu oublier mais garder secrète et va raconter son voyage à bord du Titanic à compter du 10 avril 1912. Ce plan est une véritable prouesse visuelle. Le film ne se contente pas de passer d'une scène à l'autre n'utilisant pas de fondu pour faire un raccord entre les deux époques. Non, tandis que Rose dit ces quelques mots, la caméra filme l'une des caméras incrustées par l'équipe de Bill au niveau de l'épave. Et lorsqu'elle s'élève, nous y sommes, revenus dans le temps. Plan grand ensemble sur le grand bateau dit insubmersible, décor pharaonique, tourné sans fond vert, musique entraînante et glorieuse, voici la première scène choc. C'est durant cette scène également que l'on retrouve les plans de la première scène d'ouverture dans un ordre différent. Cameron a donc utilisé 4 mêmes plans, changeant la netteté de l'image en passant de 16 à 24 images par seconde. Simple et efficace, ça économise même quelques dollars. Rose, jeune femme de 16 ans et l'épouse de Carl, elle voyage en première classe avec sa mère et Carl, fortunés sur le RMS Titanic, où elle rentre chez elle en Amérique. Elle ne trouve pas sa place dans le monde de la haute société qu'elle n'a jamais aimé. Elle n'a jamais aimé Carl, son époux infligé par sa mère pour assurer leur fortune endettée depuis la mort de son père. Elle est néanmoins très bien élevée par sa stricte éducation, mais au fond d'elle, elle est rebelle et non conforme au caractère d'une noble femme de l'époque. D'un autre côté, Jack Dawson est un jeune homme de 19 ans. Il a gagné sa place en 3e classe au poker. C'est un modeste artiste, il vit au jour le jour sans un sou en poche, débrouillard, généreux, compréhensif, il est l'incarnation même du héros romantique. Alors bébé, tu devrais être content de voir un mari. Tu es dans une forme pareille, hein? Ah oui, mon rituel du matin. Lorsque Jack aperçoit Rose pour la première fois sur le balcon, inconformément aux femmes de l'époque, elle ne porte pas de chapeau, uniquement une intention voulue pour qu'elle soit à ses yeux représentée telle une princesse. Mais la rencontre entre Jack et Rose ne se fera que 2 scènes après. Rose en a marre, personne ne se soucie d'elle et elle se sent étouffée. Elle court à l'arrière du paquebot, enjambe la balustrade et prête à se suicider. C'est alors qu'apparaît Jack s'approchant d'elle pour la raisonner. Tout de même, cette rencontre naît à partir d'une tentative de suicide, quoi. Ce qui précipite leur attachement, le fait que Jack sauve Rose à une mort certaine, elle qui se croyait morte de l'intérieur, rongée d'une vie qu'elle ne supportait plus, elle va donc retrouver une envie de vivre avec l'homme qui l'a sauvée. Comme le prince délivre la princesse du château, Jack sauve Rose de sa vie condamnée par sa mère et son époux. Elle voit en Jack un artiste à la personnalité qu'elle aimerait avoir, se comporter autrement que les gens de première classe, être heureux de vivre avec ce qu'on est et ce qu'on a. Jack est tout l'opposé de Carl. Lorsque Jack donne rendez-vous à Rose dans une fête de 3e classe, plus que jamais Rose boit, danse, fume, sans jugement de sa mère. Elle se sent vivante avant qu'un fondu ne s'enchaîne sur le déjeuner du matin aux mauvaises compagnies de Carl. Le corset symbolise l'enfermement de Rose sur sa mère et son époux. Lorsque Jack reparle à Rose en cachette, il lui fait comprendre qu'il est amoureux d'elle. C'est comme si toute une relation avait été entassée en quelques mots. Tout semble désespéré pour eux, du simple fait de leurs différentes classes sociales. Alors que Rose change d'avis et... La scène du premier baiser est absolument culte, éclairée par une lumière du ciel naturel parfaitement sublime. Gna gna gna, ce baiser est absolument sublime, oh, une lumière naturelle. Putain, mais t'en as pas marre de dire de la merde? Lorsque Jack fait un portrait de Rose nue, cela symbolise qu'elle se livre à lui, là aux yeux d'un artiste. Ainsi, il n'y a pas de plus grosse rébellion envers Carl et sa mère. Lorsqu'elle renonce à Carl pour vivre avec Jack, c'est comme un nouveau cycle qui débute pour elle. D'abord l'enfance, elle fait toutes sortes de choses qu'une noble dame n'est pas permise de faire, en courant, en fuyant le garde-main de son époux, puis l'adolescence sur la banquette arrière, enfin en tant qu'une jeune adulte, lorsqu'ils viennent annoncer la catastrophe à Carl. Lorsqu'elle traverse la salle des machines, sa robe blanche flotte dans l'air, symbolisant le mariage, et bien certainement la pureté, faisant un raccord avec la scène d'après, et... Non mais regardez la main, regardez la main! C'est la plus belle scène représentant un orgasme qui est montré avec cette main. Donc le film en déduit que c'est Rose et Jack qui sont la cause de la percussion de l'iceberg. Ouais. Le Titanic heurte l'iceberg. Le spectateur reste alors captivé durant un long naufrage, long mais jamais longué, porté par un montage son temps mort, mené à un rythme tambour, réellement éprouvant. On n'assiste pas au naufrage, on vit le naufrage grâce à l'immensité démesurée de la réplique du Titanic sombrant et tous ses figurants en panique, parfois allant même jusqu'à 400 figurants durant la scène. Jack est enfermé dans une cabine de 3e classe sous les ordres de Carl, persuadant Rose qui lui a volé le fameux diamant qu'il lui a offert. Mais lorsqu'elle doit embarquer avec sa mère, elle se rend compte de la vérité et descend le retrouver tandis que le paquebot coule. Si c'est pas une belle preuve d'amour, ça? L'angoisse est présente lorsque Rose nage dans le couloir qui se remplit d'eau. L'absence de musique laisse alors place à des sons grispants, comme si le paquebot était vivant
et qu'elle était prisonnière dans ses entrailles. Rose a fermé les yeux, levé les bras guidée par Jack à l'avant du bateau. Elle a eu confiance en lui. Là, il lui rend cette confiance sur sa propre vie, pardonné de tout ce que Jack l'accusait. Et... ou pas. On comprend avec ce plan qu'ils sont seuls, un rien au milieu d'un tout, que malgré l'affolement de l'immensité du paquebot, ce n'est qu'un petit bateau en plein océan. S'ensuit sûrement la plus belle scène du film, où Rose monte dans le canot. Filmé au ralenti pour prolonger la scène et que le spectateur rentre facilement dans l'esprit interne de Rose grâce à la douce et triste musique dramatique retrouvée à l'introduction. Elle observe Jack en gros plan illuminé par une alarme de détresse, alors qu'elle s'éloigne de lui montrant qu'il est la seule personne qui compte à ses yeux. Face à Carl, quand même son époux qui est hors champ, et qu'elle ne le reverra plus jamais. Mais Rose décide de vivre coûte que coûte les derniers instants de sa vie avec Jack contre sa propre survie. Lorsque Carl prend l'arme, le film prend un tout autre ton, celui d'un film d'action, autant par le montage sonore que par la poursuite. Puis la survie. Et encore la survie. À nouveau la survie. Toujours la survie. La femme tenant le bébé représente toutes les vies que le capitaine Smith n'a pu sauver. Il porte cette responsabilité et le film suggère qu'il s'est enfermé dans sa cabine, l'eau l'emportant. S'ensuit une bouleversante séquence. L'orchestre du Titanic ayant joué jusqu'à la fin joue un son intradiégétique sous divers plans de personnages historiques au crépuscule de leur vie. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Entrant désormais dans la dernière partie du naufrage, la caméra penche légèrement pour augmenter l'effet déstabilisant du naufrage. Tous les canots sont embarqués, plus de 400 figurants font ressentir la panique sur la réplique du Titanic. Tous se précipitent vers l'arrière du bâtiment. L'électricité se coupe, le paquebot se sépare en deux et le Titanic finit par sombrer au fond de l'océan. Faut que je me trouve un boulot, moi. Ah, attends. Avant que tu te mettes une balle dans la bouche, franchement, entre nous, il y avait la place pour deux sur cette porte. Salope. Nous en arrivons sûrement à la scène la plus larmoyante du film, éclairée d'une couleur... Éclairée d'une couleur bleue représentant le froid glacial, Rose semble être entre la vie et la mort, comme si elle flottait dans l'espace et non dans l'eau, et que le canot représente son unique chance de survie, mais qu'elle est à bout de souffle, agonisant dans l'espace. Elle aurait pu mourir avec Jack, mais lui en fait la promesse, elle décide de vivre. Elle aurait pu lui dire tout de même à Bill qu'elle cachait le diamant depuis le début, au lieu de le jeter dans le... Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Oh non. Quoi Oh non. Mais de quoi Quoi Oh non, 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 non. On a qu'à éviter ça. Mais de quoi il parle? Vous l'avez vu la fin alternative? Ou comment niquer 3 heures de film en 5 minutes? C'est gratuit. Dans cette somptueuse fin alternative, Bill remarque Rose avant qu'elle ne puisse jeter le diamant dans l'océan. Lui faisant comprendre qu'elle doit le jeter, d'abord contre, il acceptera après un charmant discours. Enfin, elle finit par le jeter avec au passage un charmant petit gémissement. Et rit avec Bill tandis que l'autre râle. Et puis histoire de renforcer la plaie, une étoile filante fuse dans le ciel et tout le monde rit, ils sont contents. James Cameron explique qu'il n'a pas mis cette fin alternative pour un problème de rythme, tout simplement qu'elle est à chier. C'est donc quand elle jette le diamant dans l'océan qu'elle se libère de son fardeau. Enfin, lors de l'ultime séquence, Rose s'endort dans le sommeil profond et libre d'imagination au spectateur, si elle dort simplement et retrouve Jack dans ses rêves, ou si elle s'endort dans un sommeil profond et le retrouve après la vie. Cameron laisse une certaine ambiguïté sur cette séquence qui est propre à notre sensorialité. Enfin, tout comme le premier accord de temps, la maquette de l'épave est filmée avant de faire un raccord avec la réplique du paquebot, filmée en un magnifique faux plan séquence. Puis la caméra devient l'esprit de Rose qui retourne en 1912, et tout comme d'une fin théâtrale, les bons personnages reviennent la saluer, avant que n'attende en haut de l'escalier Jack. Ainsi ils sont liés à jamais sous les applaudissements des personnages du Titanic. Voilà, c'est la fin de Titanic, coupe cette merde, vite! Non mais t'enlèves ta main de l'objectif et tu continues la vidéo.
Bon, pour la petite anecdote finale, si vous voulez briller dans vos soirées, Elles sont à chier tes soirées. Je parle! Vous savez que Madonna a été pressentie pour le rôle de Rose? Et je déconne pas. Quant à Jack, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. C'est Matthew McConaughey, sale tâche. Ouh. Ça, c'est du nichon, hein.